Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Cette semaine, je parle de livres à peine commencés pour l'un d'entre eux, lu en partie, à peu près la moitié, même pas tout à fait pour un deuxième, et puis terminé pour l'autre. Donc c'est toujours ce même principe, je parle des livres en cours de lecture. Je ne vais pas parler des livres qui sont dans cette relecture sur mes autres vidéos. En parallèle, Le rivage des Syrtes de Julien Gracq et les poésies de Mallarmé. Je vais plutôt m'attarder sur les livres qui m'ont occupé donc dans des lectures plus personnelles et privées, enfin qui le sont de moins en moins puisque j'en parle ici devant vous. Alors parmi ces lectures, donc il y a ces trois livres-là qui vont nous occuper. Il y en a un quatrième qui est en cours de lecture mais que je n'ai pas touché durant la semaine, Vers les îles éparses de Olivier Rollin, dont j'ai lu quelques pages. Pour l'instant, je me réserve le moment d'être vraiment en vacances. Enfin, j'y arrive là, j'y suis même, mais il faut que je laisse un peu retomber la pression pour me permettre de voyager si loin, quoique les livres qui sont en cours de lecture ou terminé, m'ont permis de voyager. Il y a donc Peter May, Tempête sur Kinlochleven. Il y a un essai de Danny Robert Dufour, Baise ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme. Et puis, à peine commencé, la lecture de Romain Gary, Les racines du ciel. Alors je vais commencer par le livre que j'ai terminé cette semaine. C'est donc Tempête sur Kinlochleven de Peter May. Peter May, j'en ai lu déjà plusieurs de ses romans policiers se déroulant en Écosse, du moins celui-ci. Il en a écrit d'autres qui se passent dans d'autres endroits. Ceux que j'ai lus étaient plutôt justement les romans écossais. C'est un des plus récents de ces romans, celui-là, puisqu'il date de 2023 et 2024 pour la traduction française. Et alors c'est un roman qui est plein de rebondissements, qui se passe dans un monde futur mais assez proche, sur fond de catastrophes climatiques touchant également l'Écosse, qui se retrouve en fait dans ce cas-là en partie sous l'eau et avec des tempêtes de neige, enfin quelque chose d'assez apocalyptique comme ambiance, et aussi avec des problèmes environnementaux liés à l'énergie, liés à des questions politiques aussi, en lien en partie aussi avec la vie privée du personnage principal. Ce personnage principal, Brody, qui est un flic, qui est, comme souvent dans les romans policiers, dans une situation terrible en lien avec sa famille. Il ne parle plus à sa fille, ça je crois que ça doit faire partie du cahier des charges des gens qui écrivent des romans policiers. Il faut que les flics ils aient des problèmes avec leurs enfants, leurs femmes, leurs ex-femmes, etc. Alors là, c'est pas tout à fait une question d'ex-femme, c'est plus dramatique que ça, mais bref, on a ce personnage-là qui se retrouve coincé dans un endroit perdu près d'une centrale nucléaire où il y a des coupures de courant, alors que c'est l'endroit qui alimente l'électricité de toute l'Écosse, donc il y a des paradoxes qui sont assez intéressants, puis il y a des meurtres en série, etc., qui arrivent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là derrière? Et des complots peut-être politiques, peut-être un peu plus étranges, bref. On est dans du pur roman policier, plein de rebondissements. Je pense pas que c'est le meilleur Peter May, j'en ai lu d'autres qui me paraissaient plus profonds que celui-là, enfin, plus en phase avec des problèmes liés à l'actualité. Je pense notamment à l'un des derniers dont j'essaye de retrouver ici le titre. C'était une chose avec le phare. Je devrais le trouver. L'inconnu du phare, si je ne me trompe pas. Bref, qui me paraissait meilleur. Il y avait toute une question avec les manipulations génétiques, les abeilles, etc. Là. Celui-ci part un peu plus dans tous les sens, mais on s'y accroche et on lit ça avec l'envie de tourner les pages. Et donc, c'était
un petit plaisir de lecture pour commencer mon été. Les autres livres qui sont en cours de lecture sont peut-être moins des lectures pour le pur plaisir, en tout cas pas forcément ce livre-là, dont le titre est assez provocateur, même si évidemment, quand on entre dans le contenu, on n'est peut-être pas tout à fait directement dans la violence presque du titre ici. Baise ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme de Dany Robert Dufour, qui donc est philosophe et qui s'intéresse à un auteur un peu oublié, un auteur pourtant important dans la naissance du capitalisme, qui est Mandeville. Ce Mandeville, qui est un auteur néerlandais, il est connu principalement pour sa fable des abeilles, où justement, les abeilles, j'en parlais juste avant, en lien avec Peter May, sur son roman précédent, L'inconnu du phare, je suis plus sûr du titre, mais quelque chose comme ça. Et les abeilles, ici, sont une société où, en gros, l'intérêt privé est au service du bien public, ou pour le dire différemment, les vices privés bénéficient à la vertu publique. Enfin, il y a cette idée-là que il faut du mal pour un bien plus général. Et dans ce livre-là, il revient sur un autre texte donc de Mandeville que cette fable des abeilles, qui sont les recherches sur l'origine de la vertu morale de 1714. Et il montre que ce livre-là est au fond une sorte de matrice pour le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Alors il en fait un petit résumé au début, là j'en suis à peu près à la moitié du livre. Donc sur les conséquences actuelles, je n'ai pas encore les éléments importants pour donner un point de vue et un résumé complet. Mais après avoir résumé les différents points de ces recherches sur l'origine de la vertu morale de Mandeville, qui sont résumés en 10 points, en 10 temps dans le texte. D'abord, il traite d'une question centrale en économie politique, comment faire vivre les hommes ensemble, sachant qu'ils sont égoïstes et que la contrainte n'est pas suffisante pour les soumettre. Puis, pour qu'ils consentent à obéir aux lois, il ne reste donc rançon de leur égoïsme qu'à les payer. Puis, troisième point, cette façon de circonvenir les hommes constitue l'essence du politique, le cœur de l'économie politique. Le politique est donc, quatrième point, selon Mandeville, cette instance qui organise depuis toujours la flatterie. Puis, point 5, cette politique de la flatterie n'est pas seulement mise en œuvre dans les grandes nations, elle est également dans les sous-ensembles régionaux, urbains et professionnels. Puis, point 6, si l'on objecte à Mandeville qu'il existe des actions désintéressées, telles celles motivées par la pitié, non, pour lui, il n'y a que des actions intéressées. C'est une des maximes de l'économie capitaliste, ça, je crois. Il répond que la pitié n'est en soi ni bonne ni mauvaise, puisqu'elle est aussi ce qui permet de tromper, en faisant par exemple succomber une vierge ou s'apitoyer un juge. Puis, point 7, cette politique de la flatterie menée par des politiques rusés et par des législateurs avisés est donc la seule susceptible de pouvoir faire vivre les hommes ensemble. Il faut s'entre-flatter. Ou il faut flatter ceux qui ont l'argent pour qu'ils investissent. Tout laisse à penser, point 8, que pour constituer ce tableau, Mandeville est parti des maximes sur l'amour-propre de La Rochefoucauld. Là, il y a un développement aussi sur la pensée de La Rochefoucauld. Mais Mandeville en rajoute une couche, nous dit-on, qui est l'existence d'une troisième classe composée de la pire d'entre tous les hommes, des pervers, qui ont pour objectif ou pour caractéristique de faire semblant d'obéir à la loi, afin d'en tirer tous les
bénéfices possibles. Tiens, ceux-là, il me semble qu'on les connaît. Et puis, dernier point, coup de grâce, dit-on. Mandeville, l'homme du diable, man, devil, eh bien, son coup de grâce, c'est que cette élection des salauds, les pires d'entre tous, pourrait bien en définitive être voulue par Dieu. C'est précisément ce que disent aujourd'hui les évangélistes les plus radicaux à propos de Trump, dont la morale ne leur plaît pas toujours, mais qui est un salaud voulu par Dieu, d'après ses soutiens. Et justement, on en arrive à un art de gouverner. C'est peut-être là que les échos avec le temps présent et l'histoire du capitalisme en général, même si évidemment c'est une histoire complexe et longue, mais sur ces questions à la fois économiques mais politiques surtout, me paraissent intéressantes. Voilà ce que dit ou ce qu'écrit Danny Robert Dufour sur un art de gouverner à partir donc de Mandeville. Qu'ajoute ce texte? Donc ce texte, c'est les recherches sur l'origine de la vertu morale que je viens de résumer à l'aide de ce qu'en dit Danny Robert Dufour. C'est un petit texte très court, il se trouve à la fin du livre dans une traduction. Je n'ai pas encore lu cette traduction-là, on pourrait faire des allers-retours, etc. Je n'ai pas procédé à la lecture de cette façon-là. Pour l'instant, j'en ai un résumé, et puis je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Mais un art de gouverner. Qu'ajoute ce texte à la fable des abeilles qui prônait déjà cette maxime scandaleuse « les vices privés font le bien public ». Rien d'autre qu'une thèse encore plus radicale et sidérante. Il faut confier le destin du monde aux pervers. Et aujourd'hui, on se dit que, on y est, quoi. Les pervers sont à la tête de nos États. Visiblement, si on dresse la liste des gens qui nous gouvernent, il y a quand même pas mal de pervers, me semble-t-il. Thèse accompagnée du pourquoi et du comment faire, avec en plus une proto-théorie de l'inconscient et de la perversion et du fétichisme, à faire pâlir, comme nous le verrons bientôt, les freudiens, et une théorie de l'art politique bien plus retorse et plus efficace, comme nous le verrons également bientôt, que celle de Machiavel, parce que non axée sur le seul maintien du prince au pouvoir, mais sur l'instauration d'une nouvelle économie politique, fondée non sur la répression des pulsions, mais sur leur libération. Alors les questions liées à l'inconscient, là j'ai lu déjà quelques pages là-dessus, là j'avoue être un peu plus perdu là-dedans, quand on fait des références à Lacan, et des choses comme ça. Enfin, le monde de la psychanalyse, c'est un monde qui reste pour moi assez ésotérique. Mais voilà, je trouve quand même intéressant cette idée finale que déjà chez Mandeville en 1714, il y a cette idée que la politique ou l'économie politique est fondée non sur la répression des pulsions, mais sur leur libération. Avec deux questions, pourquoi faire? Pour sortir l'humanité du règne de la pénurie, afin de la faire entrer dans celui de l'abondance. Là aussi, c'est toute l'histoire du capitalisme. Alors aujourd'hui, ça a marché, beaucoup, trop bien. Pour certains, en tout cas. Bref, ce texte se propose comme ouvertement prophétique, puisque Mandeville se pose en annonciateur d'un monde nouveau, celui qui s'ouvre avec le capitalisme en formation dès l'aube de la première révolution industrielle, seul capable de produire in fine la richesse. Comment faire? En instaurant un nouvel art de gouverner. Avec ce texte, Mandeville sort du seul cadre des échanges économiques, celui de la fable, donc la fameuse fable des abeilles, où il recommandait que chacun, en exerçant sa profession, soit peu ou prou voleur, de façon à amasser un argent qui finirait bien par revenir dans les échanges et profiter à d'autres. La fameuse théorie du ruissellement. Et il entre dans un art de gouverner qui passe par la constitution d'une troisième classe, capable de tenir l'ensemble social grâce à un truc. Truc au théâtre, machine à manœuvrer les décors qui ne coûte rien. Flatter les uns
et stigmatiser les autres. Et là, on est en plein dans ce qui se passe aujourd'hui, je crois. Flatter, évidemment, ceux qu'il est utile de flatter. Et trouver des boucs émissaires chez ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ces thèses constituent le programme au sens informatique du terme, quelque chose comme le logiciel sur lequel s'est construit le capitalisme. Je parie que l'accès à ce programme pourra faire apparaître toute l'histoire du capitalisme, jusqu'à aujourd'hui le capitalisme financier, sous un jour entièrement neuf. Alors, est-ce que cela nous fait voir le capitalisme sous un jour entièrement neuf? Je ne suis pas certain. En tout cas, je vais aller continuer à lire cette histoire-là et voir justement les développements que propose Dany Robert Dufour dans ce livre-là, Baise ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme. Mais nous allons passer au dernier livre, déjà aujourd'hui. Un livre que je n'ai quasiment pas encore commencé, enfin, j'ai lu un petit chapitre, et puis surtout j'en ai lu une préface qui m'a beaucoup intéressé, le caractère prophétique de Mandeville vu par Dany Robert Dufour rétrospectivement. On pourrait y voir un pendant avec le caractère prophétique de ce livre. Alors je garde cette appréciation pour plus tard, parce que peut-être bien que je me trompe et puis que je changerai d'avis en le lisant, mais puisque je ne l'ai quasiment pas lu. Mais le caractère quand même extrêmement prophétique de la préface à la nouvelle édition de 1980 d'un livre publié en 1956, prix Goncourt cette année-là, qui a donné lieu à un film. Romain Gary a été une star de l'édition. Vous savez que c'est le seul écrivain qui a eu 2 fois le prix Goncourt, la deuxième fois sous un faux nom, sous un pseudonyme. Celui-là de Goncourt, Les Racines du ciel, c'est le premier, c'est sous son vrai nom. Et ce qui m'a intéressé, c'est cette préface à la nouvelle édition, pour l'instant, qui, écrite en 1980, nous parle d'écologie. Aujourd'hui, Dieu sait si parler d'écologie est important dans le monde du capitalisme, justement délétère pour l'écologie. Eh bien, cette préface nous parle d'un livre écrit en 1956, en 1980, et donc on se retrouve avec ces couches de temps, comme on avait les couches de temps finalement dans le Baise ton prochain, et puis aussi d'ailleurs chez Peter May, où là on passe dans le futur, puisque l'histoire se passe dans les années 2050, etc. Mais dans la préface donc aux Racines du ciel, voilà ce qu'écrit Romain Gary, bien des années après l'écriture, la première écriture du livre. Je ne sais pas ce qui a changé dans l'édition qu'on a ici par rapport à celle de 56, peut-être pas beaucoup, mais voilà ce qu'il écrit. On a bien voulu écrire depuis l'apparition de ce livre, Les Racines du ciel, il y a 24 ans, qu'il était le premier roman écologique. Le premier appel au secours de notre biosphère menacée. Il en a été écrit beaucoup d'autres depuis. Donc, on va aux origines, comme, là encore, dans le livre précédent chez Dany Robert Dufour, les origines du capitalisme, avec Mandeville. Ici, l'auteur lui-même, alors vient dire, on a dit, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas forcément Romain Gary lui-même, le premier roman écologique, La biosphère menacée. 1980, c'était pas un discours si fréquent que ça. C'était resté un discours très marginal. Et en 56, encore plus. Je ne mesurais cependant pas moi-même, à l'époque, l'étendue des destructions qui se perpétraient, ni toute l'ampleur du péril. Et là aussi, depuis, l'ampleur du péril est encore plus grande, et ça a explosé. Et pourtant, on peine quand même à mesurer tout ceci et à prendre les mesures justement nécessaires.
En 1956, je me trouvais à la table d'un grand journaliste, Pierre Lazareff. Quelqu'un avait prononcé le mot « écologie ». Sur 20 personnalités présentes, 4 seulement en connaissaient le sens. Intéressant. On mesurera en 1980 le chemin parcouru. Et en 2025, encore plus. Sur la Terre, les forces s'organisent et une jeunesse résolue est à la tête de ce combat. Elle ne connaît certes pas le nom de Morel, le pionnier de cette lutte et le héros de mon roman. C'est sans importance. Le cœur n'a pas besoin d'un autre nom. Et les hommes ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes pour conserver une certaine beauté à la vie, une certaine beauté naturelle. J'ai situé mon récit dans ce qu'on appelait encore en 1956 l'Afrique équatoriale française, parce que j'y ai vécu et peut-être aussi parce que je n'ai pas oublié ce que l'AEF, qui la première répondit jadis à un appel célèbre contre l'abdication et le désespoir, et que le refus de mon héros de se soumettre à l'infirmité d'être un homme et à la dure loi qui nous est faite rejoignait ainsi dans mon esprit d'autres heures légendaires. Évidemment, c'est l'appel du général de Gaulle, auquel Gary a répondu. Les temps n'ont guère changé depuis la publication de cet ouvrage. On continue à disposer tout aussi facilement des peuples au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La prise de conscience écologique elle-même se heurte à ce que j'appellerais l'inhumanité de l'humain. Et là, on est encore dedans, 1956, 1980, 2025. Cette phrase-là reste complètement d'actualité et de plus en plus dramatique. La prise de conscience écologique elle-même se heurte à ce que j'appellerais l'inhumanité de l'humain. Au moment où j'écris, 1980, 1200 éléphants viennent d'être massacrés au Zimbabwe pour protéger l'habitat des autres espèces. Il s'agit là d'une contradiction fondamentale qu'aucune pensée, aucune religion ne sont parvenues à résoudre. Là, on est peut-être justement dans la question de la biodiversité. Le terme n'est pas encore employé, mais c'est de ça dont il s'agit. Quant à l'aspect plus général, universel de la protection de la nature, il n'a bien entendu aucun caractère spécifiquement africain. Donc le récit se passe en Afrique, sur la mort des éléphants, comme on le voit sur la couverture, une image assez terrible qu'on a ici. Donc ça n'est évidemment pas spécifiquement africain. Il y a belle lurette que nous hurlons comme des écorchés. Et les écologistes hurlent toujours et on bouche les oreilles. C'est à croire que les droits de l'homme deviennent eux aussi des survivants encombrants d'une époque géologique révolue, celle de l'humanisme. Là encore, il y a quelque chose de toujours valable dans cette phrase-là. C'est à croire que les droits de l'homme deviennent eux aussi des survivants encombrants d'une époque géologique révolue, celle de l'humanisme. Les droits de l'homme et les droits des animaux et les droits de la nature et les droits de ce qu'il appelle la biosphère ici, tous ceux-ci sont profondément reliés, sont profondément le même droit. Et ça, je pense qu'à cette époque-là, cette phrase-là, 1980, c'est l'année de ma naissance, était très difficile à entendre, et encore aujourd'hui. Les éléphants de mon roman ne sont donc nullement allégoriques, c'est pas les rhinocéros de Ionesco. Ils sont de chair et de sang, comme les droits de l'homme, justement. Droits de l'homme, droits des animaux, droits de la nature, droits de la vie. Tout ça, c'est la même chose. Et c'est des droits concrets, c'est pas des images. Je tiens à remercier, une fois encore, ceux dont l'amitié m'a soutenu avec tant de constance pendant que je travaillais à ce roman dans des conditions difficiles. Et puis là, il y a une liste de quelques personnes à qui il dédie ce livre-là, dont j'ai pour l'instant lu que le premier chapitre, donc je ne vais pas en dire plus, mais cette préface
m'a vraiment donné envie d'aller y voir de plus près, surtout que j'ai déjà lu des choses de Romain Gary, toujours avec beaucoup d'intérêt, donc je vais me plonger là-dedans prochainement, mais je n'oublierai pas en parallèle, ce serait intéressant de faire le lien, continuer le Danny Robert Dufour, et puis reprendre Mes îles éparses d'Olivier Rollin, et puis il y aura peut-être d'autres choses qui arriveront. J'ai toujours une pléiade d'Albert Camus qui traîne dans un coin, j'ai toujours des bandes dessinées, etc. qui m'attendent pour l'été qui arrive, et où je vais prendre un peu du temps pour lire, et pour vivre, et pour penser. Mais pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle semaine, et ça c'est ceux de cette semaine, voilà. Et au revoir et à la semaine prochaine.